Le mercredi 11 août 1999, aux alentours de 11 h du matin, quelque chose d'étrange se produit dans le ciel français. La luminosité baisse, la température décline et même les animaux se taisent. Le jour fait place à la nuit, en plein cœur de l'été, alors même que certains s'apprêtent à déjeuner. Partout, les Français lèvent la tête pour assister à un spectacle rare. Au-dessus de millions de personnes, la Lune vient de masquer entièrement le Soleil. Une éclipse solaire totale traverse alors la France. Aujourd'hui, 27 ans plus tard, presque jour pour jour, un phénomène similaire est sur le point de se produire. Le mercredi 12 août 2026, une nouvelle éclipse traversera le ciel européen. Depuis les régions arctiques, l'ombre de la Lune parcourra le Groenland et l'Islande avant d'atteindre la péninsule ibérique et les îles Baléares. Sur son passage, pendant quelques instants, la Lune masquera entièrement le Soleil et replongera une partie de l'Europe dans l'obscurité. Ok, c'est super tout ça, mais nous dans cette histoire? Cette fois, contrairement à 1999, la France ne se trouvera pas sur la trajectoire de l'éclipse totale. Pour autant, nous ne serons pas privés du spectacle. Depuis la France, l'éclipse sera partielle, mais pas franchement discrète. À Paris par exemple, plus de 92% du disque solaire sera occulté. À Bordeaux, on dépassera les 97% et dans l'extrême sud-ouest à Biarritz, ce chiffre atteindra même 99,5%. Même à Metz, dans le Grand Est, ce chiffre atteindra 90%. Autrement dit, même sans nous trouver directement sur la trajectoire de l'éclipse totale, nous passerons tout près. Mais pour comprendre pourquoi certains verront le soleil disparaître entièrement quand, à quelques centaines de kilomètres de là, d'autres en verront encore une petite partie, il faut comprendre ce qu'est réellement une éclipse. Une éclipse se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil. Par une extraordinaire coïncidence, le Soleil est environ 400 fois plus grand que la Lune, mais il se trouve également environ 400 fois plus loin de nous. Ça veut dire que depuis la Terre, les deux astres nous apparaissent presque exactement de la même taille. Lorsque leur alignement est suffisamment précis, la Lune peut alors masquer le Soleil et projeter son ombre sur une petite partie de la surface terrestre. Au centre de cette ombre se trouve une zone relativement étroite. C'est ici que la Lune masque entièrement le Soleil. Toute personne située dans cette bande assistera donc à une éclipse totale. Autour, en revanche, se trouve une zone beaucoup plus vaste dans laquelle seule une partie du Soleil est masquée. C'est ce qu'on appelle la pénombre. Et le 12 août prochain, la France se trouvera justement dans cette pénombre. Ouais, c'est bien beau tout ça, mais comment j'en profite moi ? Eh bien déjà, bonne nouvelle, pas besoin de télescope. Vu qu'on parle du Soleil et de la Lune, le phénomène sera parfaitement visible à l'œil nu, à condition évidemment de se munir de protection. Parce que oui, même occulté à plus de 90%, le Soleil reste dangereux pour nos yeux. Vous ne regarderiez pas le Soleil comme ça directement en temps normal, et bien là c'est pareil. Pour observer l'éclipse, il vous faudra impérativement des lunettes spécialement conçues pour l'observation solaire et conformes à la norme ISO 12312-2. Ouais, c'est un nom assez barbare pour dire que ça protège du Soleil. Vous trouverez des lots assez facilement pour pas cher et je vous mets même un lien dans la description. Et non, je vous vois venir, des lunettes de soleil même très foncées ne suffisent pas. Ensuite, il faudra trouver le bon endroit. L'éclipse aura lieu en début de soirée, alors que le soleil sera déjà relativement bas dans le ciel. Privilégiez donc un endroit avec un horizon bien dégagé en direction de l'ouest. Vous le savez, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, donc forcément, vous avez besoin d'un horizon dégagé à l'ouest. Les horaires exacts dépendront évidemment de votre position en France, mais le phénomène commencera aux alentours de 19h20 pour atteindre son maximum un peu après 20h. Et si vous possédez un télescope ou des jumelles, déjà félicitations, et vous pourrez également les utiliser, mais uniquement avec un filtre solaire adapté placé devant l'instrument. Ne regardez jamais le soleil directement à travers des jumelles ou un télescope non protégé. Là, on ne parle plus seulement d'éblouissement. La lumière concentrée par l'instrument peut provoquer de graves lésions oculaires en une fraction de seconde. Donc je récapitule, un horizon dégagé, une paire de lunettes adaptées, un ciel sans nuages, et vous êtes prêts. Enfin, pour l'éclipse.
Parce que pendant que le soleil disparaîtra progressivement derrière l'horizon, la nuit du 12 août, elle, ne fera que commencer. En effet, si la Lune nous offrira un spectacle impressionnant en venant masquer le soleil, elle nous fera également un deuxième cadeau cette nuit-là, son absence. Bon, évidemment, la Lune ne va pas réellement disparaître. Si vous avez bien suivi jusque-là, vous aurez compris que pour qu'une éclipse solaire puisse avoir lieu, la Lune doit nécessairement se trouver entre la Terre et le Soleil. Et vu depuis la Terre, sa face éclairée nous tourne alors le dos. C'est ce qu'on appelle la nouvelle Lune. Autrement dit, dans la nuit du 12 au 13 août, pas de lune brillante dans le ciel. Et pour observer les étoiles, ça, c'est une excellente nouvelle. Et oui, parce qu'on parle souvent des villes et de leur pollution lumineuse, qui est vraiment gênante lorsqu'on veut observer le ciel profond, mais on oublie très souvent qu'un énorme spot blanc est allumé une bonne partie du temps dans la voûte céleste au-dessus de nous. Et sa lumière est suffisante pour masquer une partie des objets les moins lumineux et réduire considérablement le contraste du ciel nocturne. Pendant la nouvelle lune, en revanche, le ciel est beaucoup plus sombre et nous permet de distinguer davantage d'objets célestes. Et cette nuit-là, ça tombe particulièrement bien. Parce qu'au même moment, la Terre traversera les Perséides. Bon, dit comme ça, on dirait que la Terre est sur le point de percuter quelque chose. Et même scientifiquement, cette phrase n'a pas tellement de sens. Ce que tu dis n'a aucun sens. Parce que les Perséides ne désignent pas un objet ou une région de l'espace que notre planète s'apprêterait à traverser. Il s'agit en réalité d'une pluie de météores, un phénomène que vous connaissez probablement mieux sous le nom de pluie d'étoiles filantes. Chaque année, entre juillet et août, la Terre traverse une région de son orbite remplie de minuscules débris laissés derrière elle par la comète Swift-Tuttle. Et lorsque ces débris rencontrent notre atmosphère à plusieurs dizaines de kilomètres par seconde, ils chauffent brutalement et produisent ces traînées lumineuses que l'on observe dans le ciel, les fameuses étoiles filantes. Ce sont elles les Perséides. Mais alors pourquoi est-ce que la Terre rencontre ces débris tous les ans ? Eh bien Swift-Tuttle ne se contente pas de traverser le système solaire puis de repartir comme si de rien n'était. Comme toutes les comètes, elle est principalement composée de glace, de poussière et de roches. Et lorsqu'elle se rapproche du Soleil, une partie de cette glace se transforme en gaz sous l'effet de la chaleur, libérant avec elle tout un tas de poussière et de petits fragments. Au fil de ces passages, la comète a donc laissé derrière elle une immense traînée de débris répartis le long de son orbite. Et il se trouve que chaque année, entre juillet et août, l'orbite de la Terre traverse justement cette traînée. Pas besoin donc que Swift-Tuttle soit elle-même à proximité. La comète ne repassera d'ailleurs près de nous qu'en 2126. Ce que nous traversons aujourd'hui, ce sont les traces laissées par ses précédents passages. Mais il reste encore une question, pourquoi appeler ça les Perséides ? Eh bien, lorsque toutes ces particules entrent dans notre atmosphère, leurs trajectoires sont quasiment parallèles. Pourtant, depuis le sol, un effet de perspective donne l'impression qu'elles proviennent toutes d'un même endroit dans le ciel. Un peu comme les rails d'une voie ferrée qui semblent se rejoindre à l'horizon alors qu'ils sont pourtant parallèles. Ce point d'origine apparent porte un nom, le radian. Et celui des Perséides se trouve dans la direction de la constellation de Persée, d'où leur nom, les Perséides. Pourquoi à chaque fois que j'enregistre un truc, il faut que je rote ? Bon, d'accord, mais si on peut les observer tous les ans, qu'est-ce que le 12 août a de si spécial cette année ? Eh bien comme chaque année, l'activité des Perséides va progressivement augmenter au fil des semaines jusqu'à atteindre un maximum, ce qu'on appelle le pic d'activité. Et en 2026, ce pic est justement attendu dans la nuit du 12 au 13 août. Dans de bonnes conditions, loin de la pollution lumineuse, les Perséides peuvent offrir plusieurs dizaines d'étoiles filantes par heure. Et certaines années, au maximum, on peut théoriquement approcher la centaine. Sauf qu'il y a un problème. Pour profiter pleinement d'une pluie de météores, il faut évidemment que le ciel soit le plus sombre possible. Et certaines années, le pic des Perséides tombe en même temps qu'une lune particulièrement lumineuse, qui vient masquer une bonne partie des météores les moins brillants. Seulement, comme on l'a vu juste avant, cette année, la lune vient juste de passer devant le soleil. Nous sommes donc en pleine nouvelle lune. Pas de clair de lune, un ciel aussi sombre que possible, et le pic de l'une des pluies d'étoiles filantes les plus importantes de l'année. Le tout quelques heures à peine après l'éclipse.
Alors maintenant, reste une question. Comment en profiter? Eh bien cette fois, vous pouvez laisser les lunettes et le télescope à la maison. Pour observer les Perséides, vous n'avez besoin d'absolument aucun matériel. Trouvez simplement un endroit suffisamment sombre, loin des lumières des villes, avec une vue aussi dégagée que possible sur le ciel. Une fois sur place, évitez surtout de regarder votre téléphone toutes les 30 secondes. Nos yeux ont besoin de temps pour s'adapter à l'obscurité et il peut leur falloir une vingtaine de minutes pour devenir réellement efficaces dans le noir. Un simple écran lumineux peut suffire à ruiner une partie de cette adaptation. Petite astuce, si vous avez besoin de vous éclairer pour une raison ou une autre, privilégiez une lumière rouge. Celle-ci altère moins votre vision nocturne. Ensuite, installez-vous confortablement et regardez le ciel. Et non, contrairement aux idées reçues, pas forcément en direction de Persée. On l'a vu juste avant, Persée nous indique simplement le radiant, le point depuis lequel les météores semblent provenir. Mais les étoiles filantes, elles, peuvent apparaître absolument partout dans le ciel. Et plus elles apparaissent loin du radiant, plus leurs traînées peuvent nous sembler longues. L'idéal est donc d'observer une grande portion du ciel à l'œil nu. Et c'est justement pour ça qu'un télescope serait plutôt contre-productif. Son champ de vision est beaucoup trop réduit pour ce genre d'observation. Après, vous pouvez observer des étoiles filantes avec un télescope, mais vous risquez d'en louper pas mal. Et si vous voulez maximiser vos chances, prévoyez de veiller tard. Plus la nuit avancera, plus le radiant des Perséides montera dans le ciel et plus les conditions deviendront favorables. En résumé, préparez-vous des encas, éloignez-vous des villes, trouvez-vous un coin sombre, rangez votre téléphone, allongez-vous quelque part et regardez le ciel. Et tant que vous êtes dehors, si vous avez suivi tous ces conseils, vous devriez vous retrouver loin des villes sous un ciel sans lune, en plein cœur d'une nuit d'été. Alors autant en profiter. Levez les yeux et essayez d'abord de repérer 3 des étoiles les plus brillantes du ciel. Vega, Deneb et Altaïr. Ensemble, elles forment ce qu'on appelle le triangle d'été, facilement visible à l'œil nu à cette période de l'année. Et si votre ciel est suffisamment sombre, regardez attentivement autour de Deneb. Vous devriez commencer à distinguer une immense bande blanchâtre traversant le ciel. Cette bande, c'est la Voie lactée. Oui, notre galaxie, celle dans laquelle nous nous trouvons. Et si vous voulez pousser l'expérience un peu plus loin, un bon défi serait de chercher une minuscule tache diffuse dans la constellation d'Andromède. Sous un très bon ciel, vous devriez être capable de la trouver avec un peu de patience. Pour vous aider, servez-vous d'une application comme Stellarium, SkyMap ou Starwalk. Si vous la trouvez, sachez que vous êtes en train d'observer une autre galaxie, M31, autrement appelée Andromède. Elle ne sera probablement pas très impressionnante à regarder. Mais cette petite tache se trouve à environ 24 milliards de kilomètres, soit 2,5 millions d'années-lumière de nous. La lumière que vous verrez cette nuit-là a donc commencé son voyage vers vos yeux bien avant l'apparition de notre espèce. Si vous avez une paire de jumelles avec vous, profitez-en. Parcourez simplement la Voie lactée avec. Vous découvrirez rapidement que derrière ce qui ressemblait à une simple bande blanchâtre se cachent des milliers d'étoiles. Et si vous avez un télescope, alors là vous aurez largement de quoi vous occuper. Profitez de cette nuit sans lune pour partir à la recherche de quelques objets du ciel profond. Bref, quitte à passer la nuit dehors, autant regarder un peu plus loin. Et si ce genre de contenu vous plaît et que vous voulez continuer à découvrir l'espace avec moi, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bien, maintenant il ne nous reste plus qu'à attendre le 12 août. Il y a 27 ans, des millions de Français levaient les yeux pour regarder le soleil disparaître en pleine journée. Cette fois, ce sera à notre tour de lever les yeux. Pas besoin d'être astronome, pas besoin de connaître le nom de toutes les constellations, et pour l'essentiel, pas besoin de matériel. Juste d'un ciel dégagé, d'un endroit suffisamment sombre, et de prendre le temps de regarder. Alors si la météo nous le permet, le 12 août prochain, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Levez les yeux.